Europe 1 matin. 6h, 9h, Christophe Lamar. Et à la une de l'actualité, c'est une déflagration. Les mots du délégué général de la Fondation Abbé Pierre après le rapport choc sur son fondateur. Le religieux décédé en 2007, connu pour sa lutte contre la pauvreté, est accusé par 7 femmes d'agression sexuelle. Précision et réaction des bénévoles d'Emmaüs dans ce journal. Le nouveau président de l'Assemblée nationale élu cet après-midi. Chaque grand bloc politique a présenté un candidat. Le nouveau Front populaire s'est accordé sur le député communiste André Chassaigne, mais peine toujours à trouver un prétendant à Matignon. Les électeurs déçus et en colère, vous les entendrez. Dans ce journal également, les commerçants de Sainte-Soline se préparent au pire. Jusqu'à 8000 manifestants, dont 1 millier d'éléments radicaux attendus ce week-end. Et puis une exposition sans phare à Marseille. Le Mucem met en lumière le naturisme, découverte dans un instant. Europe 1. Le journal, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Le mythe est-il en train de s'effondrer ? L'abbé Pierre, connu pour son appel contre la pauvreté durant l'hiver 54, figure du XXe siècle, accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Des témoignages accablants qui surgissent 17 ans après la mort du religieux et qui sont publiés hier par la Fondation Abbé Pierre et Emmaüs. Louise Sallet, ce n'est pas une enquête judiciaire, mais c'est un rapport d'un cabinet indépendant. Que dit-il exactement ? Eh bien, c'est un document assez succinct de 8 pages rédigé par la féministe Caroline Dehaas, dont le cabinet d'expertise est spécialisé dans le traitement de ces affaires. Elle a été mandatée par la Fondation Abbé Pierre et le mouvement Emmaüs pour recueillir en interne la parole de victimes. En tout, 7 femmes témoignent d'agressions sexuelles commises par l'Abbé Pierre entre la fin des années 70 et le début des années 2000. Toutes proches du fondateur d'Emmaüs, bénévoles ou salariés, ces femmes racontent avoir subi des attouchements au niveau de la poitrine, notamment à l'abri des regards. Elles disent aussi avoir reçu des invitations très insistantes à le rejoindre. L'une d'entre elles, mineure au moment de certains faits, raconte avoir été forcée d'embrasser le prêtre sur la bouche. Des situations d'emprise facilitées par la différence d'âge et une forme d'idolâtrie, écrit Caroline Dehaas dans ce rapport. Dans un communiqué commun, Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre saluent le courage des personnes qui ont témoigné, des agissements qui, je cite, bouleversent nos structures et changent profondément le regard que nous portons sur un homme connu avant tout pour son combat contre la pauvreté. Louise Sallet du service Société d'Europe 1. Les dirigeants de Emmaüs et de la Fondation Abbé Pierre ont révélé l'affaire, ils assument. Mais pour les bénévoles et les clients d'Emmaüs, c'est un choc immense. Reportage à Geoffrey Branger. En vitrine, des meubles, des livres ou encore des vêtements à bas prix destinés aux plus précaires. Une bonne œuvre dans laquelle Arlette est engagée depuis plus de 20 ans. Mais aujourd'hui, pour la première fois, elle termine sa journée le regard bas, l'esprit encore chamboulé par les dernières révélations. Pour cette bénévole, c'est une atteinte à ses convictions. Super étonné, je ne m'attendais pas du tout à ça. Un grand choc, oui. À le voir comme ça, il n'avait pas l'air d'avoir ce genre de problème. Je pense que c'est un coup dur pour Emmaüs quand même. On fait confiance à des gens qui nous paraissent être des saints. Et en fait, c'est pas du tout ça. Même constat pour Anne, une habituée de cette boutique qui n'était pas au courant. Elle en perd presque ses mots. Je suis très étonnée, quoi. Très étonnée. Ça m'attriste. Il y a eu tellement d'histoires dans l'église. Enfin bon, voilà, on avait une image, il y a un film qui est sorti sur l'abbé Pierre. Et puis, je sais pas, très surprise. Voilà. Choc, déception, ceux avec qui j'ai pu échanger n'en reviennent toujours pas et ont peur que cette affaire se répercute sur Emmaüs. Geoffrey Branger. 6h03 sur Europe 1. La politique est la rentrée aujourd'hui des députés, 11 jours après le second tour des élections législatives. Avec cet après-midi, 15h, l'élection du président de l'Assemblée nationale. Sébastien Chenu, le vice-président du RN, se présente, de même que Naïma Moutchou, candidate Horizon, qui sera donc en concurrence directe avec la présidente sortante, Yaël Braun-Pivet, sous les couleurs d'Ensemble pour la République. En lice également le député Lyot Charles de Courson et Philippe Juvin pour la droite républicaine. Et la gauche s'est enfin mise d'accord sur un candidat au perchoir, ce sera le communiste André Chassaigne, 74 ans, député du Puy-de-Dôme depuis 22 ans. Oui, le nouveau Front populaire a plus vite choisi son champion pour le perchoir que pour Matignon. Les négociations autour du nom d'un premier ministrable sont dans l'impasse, les esprits s'échauffent. Hier, Marine Tondelier, la patronne des écologistes, n'a pas caché sa colère et son écœurement devant les guerres de leadership des insoumis et des socialistes, sentiment partagé par les électeurs du nouveau Front populaire, comme a pu le constater Wilfried de Villers. Reportage. Ça me désole, j'ai l'impression que t'as voté pour rien. Dans une rue commerçante en plein cœur de Paris, Julie s'exaspère des divisions toujours plus frappantes de son camp. T'as mis ton vote à un parti de gauche super uni, nouveau Front populaire, et au final derrière ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc c'était vraiment une belle image. Une alliance de façade lâche Sarah, amère, à 18 ans, elle votait pour la première fois. C'est clairement un cirque, c'est qui va prendre un peu le pouvoir, qui va être à la tête et tout, et c'est vraiment une question d'ego, moi, et c'est pour ça que là, personne ne peut s'entendre parce qu'ils veulent pas faire de compromis. Des déchirements internes et publics
République qui risque surtout de se retourner contre la gauche, estime Marie. Tout le capital politique qu'ils avaient emmagasiné en gagnant cette élection-là, et là il est en train de gentiment péricliter. Les électeurs regardent ça et disent voilà, on a voté pour des idées, on a voté pour un programme, et puis là on en est à des guerres de personnes qui sont en train de chercher à se mettre en avant ou pas. Ce serait bien faire vraiment front, un vrai front. Et vous y croyez ou pas ? J'aimerais bien, y croire. Un certain espoir et une crainte pour cette électrice que sans entente prochaine de la gauche, centristes et groupes de droite ne forment une alliance à l'Assemblée nationale. Wilfried De Villers. Et s'il arrive au pouvoir, le nouveau Front populaire a déjà prévenu, Fanny, il appliquera son programme. Sur la justice, par exemple, l'Alliance de gauche prévoit de réduire les peines de prison pour les délits mineurs et de privilégier les travaux d'intérêt général, amendes et peines de probation. Projet qui va à l'encontre des attentes des Français. Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche, 87% d'entre eux estiment que la justice doit être plus sévère face aux délinquants, chiffre stable depuis février 2022. Et à ce propos, la justice s'était justement montrée ferme avec les militants anti-bassines de Sainte-Soline. 3 d'entre eux ont été condamnés à de la prison avec sursis en janvier dernier. Et ce n'est pas suffisant pour décourager les manifestants qui se rassemblent depuis plusieurs jours dans les Deux-Sèvres, certains avec des dessins clairement violents. 400 objets dangereux, dont des haches et des couteaux, ont été saisis par les policiers sur place. 6 000 à 8 000 militants, dont près d'1 millier d'éléments radicaux et violents, sont attendus ce week-end à Sainte-Soline. Et même si certaines manifestations ont été interdites par la préfecture, tout indique qu'elles auront lieu malgré tout. Plusieurs commerçants ont donc préféré fermer boutique, exceptionnellement dès demain. Moi, je suis en plein dans le bourg, là. Je suis au centre du village. Faire très attention. Donc, je ferme le vendredi, toute la journée. Moi, je veux pas prendre de risques. On sait très bien que ça peut dégénérer à tout moment, quoi. Là, on essaie d'ouvrir. Pour le moment, c'est rempli. Mais d'autres personnes dans la semaine ont désisté parce qu'elles ne voulaient pas venir. Après, on n'est pas le genre d'entreprise où on risque normalement d'avoir une vitrine cassée. Un simple institut de beauté, normalement, on n'est pas du tout dans le domaine où ils peuvent casser. Mais bon, après, je me dis, on sait jamais, hein. S'ils veulent vraiment casser, ils vont pas faire attention à ce que c'est. Si je vois que ça déborde, qu'ils veulent casser, on ferme la boutique, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est assuré, on peut pas faire autrement. On va pas se battre contre 1000 personnes. Une parole de commerçant autour de Sainte-Soline recueillie pour Europe 1 par Charles L'Huillier. À Paris, le 20e arrondissement, encore sous le choc hier soir. Une voiture a foncé sur la terrasse d'un restaurant. Bilan, 1 mort, 6 blessés, dont 3 graves et 23 témoins traumatisés pour qui la mairie va ouvrir une cellule psychologique. Reportage Maxime Gondelot. 19h30, une voiture fonce sur la terrasse bondée du Ramus, un bar du 20e arrondissement de Paris. Une scène effroyable racontée par Swan, 18 ans, témoin direct de l'accident. J'étais à ma fenêtre et j'ai entendu un gros coup d'accélération de la voiture qui allait vers le bar. Puis j'ai entendu des cris et quand je suis sorti pour voir dehors, je voyais du sang un peu partout. Et avec des personnes blessées. Je voyais de la peur et du stress chez les personnes. Je voyais une voiture dans le bar, j'ai vu le conducteur courir. Je crois qu'il y avait une personne, je ne sais plus très bien, qui était dans la voiture et qui n'a pas bougé. Les 2 suspects sont rapidement interpellés. Au moins l'un des 2 a été contrôlé positif à l'alcool et aux stupéfiants. Un accident qui laisse place à l'émotion dans ce quartier habituellement calme. Vincent Goulin, adjoint au maire du 20e arrondissement. On est vraiment très ému par rapport au drame qui concerne l'ensemble des habitants du 20e. À un moment où les gens sortaient, prenaient leur quartier d'été à quelques jours des JO, donc ça nous bouleverse tous. La préfecture de police de Paris a ouvert une enquête pour homicide involontaire et blessures involontaires. Maxime Gondelot. Aux États-Unis, c'est officiel, J.D. Vance est investi colistier de Donald Trump. I stand here humbled and I'm overwhelmed with gratitude to say I officially accept your nomination to be Vice President of the United States of America. Je me tiens ici modestement et j'accepte officiellement votre nomination d'être le vice-président des États-Unis d'Amérique. L'émotion du sénateur de l'Ohio, 39 ans à peine, qui a tenu cette nuit son premier discours sur la scène de la Convention républicaine à Milwaukee. Discours ovationné mais cinglant contre Joe Biden, appelant les électeurs à choisir une nouvelle voie et promettant de privilégier les travailleurs plutôt que Wall Street. Pendant ce temps, le président américain, 81 ans, met sa campagne entre parenthèses. Il vient d'être testé positif au Covid et il s'est isolé dans sa résidence du Delaware. 6h09 sur Europe 1. Il fait beau, il fait chaud, temps idéal pour les naturistes. Oui, le corps dans son plus simple appareil, connecté à la nature, une philosophie de vie qu'on peut découvrir tout habillé grâce à l'exposition Paradis Naturiste. C'est la première à mettre le naturisme en lumière en France. C'est à découvrir au Mucem à Marseille jusqu'au 9 décembre. Marie Jiquel y a fait un tour pour Europe 1. Que c'est grisant au soleil.
Un décor de plage avec des pâtés de sable et des panneaux lumineux comme des rayons de soleil. On ferait presque tomber la veste face à toutes ces photos de corps nus vivant leur train-train quotidien dans le plus simple appareil. Être face à toutes ces images de gens qui sont en train de faire des choses très quotidiennes tout nus. Amélie Lavin, conservatrice au MUSEM, a monté cette exposition. Ils sont en train de faire du sport, ils sont en train de se faire à manger, ils sont en train de mettre de l'essence dans une voiture. C'est juste des gens qui vivent très naturellement. La France, première destination touristique des naturistes, abrite de nombreuses communautés de la région parisienne au Cap d'Agde, des adeptes en quête d'un paradis sans artifice, mais à l'origine, il y a un siècle, interdiction de se promener entièrement dénudé, comme au Levant près de Hyères. Pour déjouer un peu cette interdiction au Levant, les habitants ont inventé le minimum, donc une sorte de petit string en fait qui leur permettait de cacher le minimum. L'exposition a bénéficié du soutien de la Fédération française de naturisme qui a pu profiter d'une visite culottée entièrement dévêtue. La visite culottée de Marie Jiquel au le MUSEM. sens de la formule de Marie Jiquel. Évidemment, c'est jusqu'au 9 décembre si vous voulez aller faire un tour au MUSEM à Marseille. Oh, ça nous laisse de la marge, oui, effectivement. On a encore un peu de temps. On s'habillera un peu plus chaudement, un petit peu plus chaud. peut-être Encore d'ici là. Décembre à Marseille, ça va. Ça va oui, encore. tant que c'est dans le sud. Tant que c'est dans le sud. Voilà, j'en reste sans voix. Merci Fanny Marceau, Merci c'était à votre vous. journal. À tout à l'heure.